mes découvertes de l'année 2020 en matière de films, musique et livres. Donc il y aura 3 vidéos là-dessus et la première va être sur mes découvertes en matière de romans cette année. Donc commençons tout de suite. Premièrement, je voudrais vous parler de fiction historique. Donc il faut savoir que j'adore l'histoire, particulièrement les romans historiques. C'est pour ça que j'ai été très attirée par les romans de Ken Follett depuis plusieurs années. Donc cette année j'ai eu l'occasion de lire la trilogie Le Siècle de cet auteur. Voici la couverture. Je les ai lus en anglais, donc la couverture sera forcément pas la même. Mais la traduction française en tout cas est très bonne. J'ai lu à la fois en anglais et en français, donc la traduction est de bonne qualité. Donc c'est une trilogie qui est composée de 3 tomes, forcément. Premièrement, La chute des géants, qui est paru en 2012. Deuxièmement, L'hiver du monde. Et enfin, Aux portes de l'éternité. Donc j'ai découvert ces romans cette année, même s'ils sont parus vers 2012-2013. En résumé, le tome 1 se concentre sur les événements de la Première Guerre mondiale. On est donc introduit à une série de personnages très variés. Par exemple, on a un personnage qui s'appelle Billy Williams et qui est mineur au Pays de Galles. Sa sœur Ethel qui est engagée comme domestique dans le château du comte Fitzherbert, donc qui est un membre de la noblesse. On a également des personnages qui sont des personnages principaux, comme Gus de Ware qui est fils d'un sénateur américain, ou encore Grigory Peshkov qui est un ouvrier en URSS. Donc ce que j'ai beaucoup aimé avec cette série de romans, c'est que Ken Follett brasse vraiment un très large portrait de la société de l'époque. On a des personnages qui sont très variés, qui viennent de différents milieux sociaux, différents continents. Et ça permet d'avoir une perspective très large sur les événements politiques et militaires aussi de l'époque et comment le conflit est lancé. Ken Follett fait un peu une sorte de tableau à la Balzac avec des personnages très variés dont suit chacun l'histoire avec la même importance. Le personnage de Billy est peut-être un peu plus important que les autres puisque c'est sur lui que s'ouvre le roman et sur lui qu'il se ferme aussi. Mais tous les personnages ont chacun leur histoire très particulière. On retrouve donc ces personnages dans le tome 2 qui raconte les événements de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vieilli et ils ont également des enfants maintenant. On s'attache donc plus particulièrement aux enfants des personnages du tome 1. C'est peut-être pour ça que j'ai préféré le tome 1 parce que j'ai eu plus de facilité à m'attacher à ces personnages que pour le tome 2. Quant au tome 3, il raconte les événements de la guerre froide, mais d'une manière très concentrée sur les États-Unis. C'est peut-être ce que j'ai un peu moins apprécié et c'est pour cette raison que j'ai préféré le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 commence au tout début de la guerre froide et se termine sur l'élection de Barack Obama en 2008. Il se concentre beaucoup sur les droits civiques des Noirs américains et fait donc un parallèle entre ça et l'élection du premier président noir aux États-Unis. Donc j'ai bien aimé ce tome là aussi, même si le tome 1, comme je l'ai dit, m'a plus particulièrement plu. Et cette série de romans est également très intéressante parce qu'il s'agit de romans historiques qui permettent donc de s'instruire d'une manière ludique. En même temps, on a beaucoup de discussions sur des sujets très différents, par exemple le fait d'être fille-mère à l'époque, et c'est-à-dire avoir un enfant sans être mariée. Et la manière dont c'était vu, d'une manière pas très bonne. Aussi la place de la femme avec le mouvement des suffragettes qui prend de plus en plus d'ampleur, le droit de vote des femmes qui a eu lieu beaucoup plus tôt qu'en France, et ça par exemple je ne le savais pas. Donc ça m'a aussi appris beaucoup de choses. C'est aussi intéressant parce que même si les personnages sont fictifs, on a également beaucoup de personnages historiques comme par exemple Churchill ou Roosevelt. Et le roman est très fidèle historiquement. Ken Follett, il le marque dans son livre, a eu l'aide de très nombreux conseillers historiques et de très nombreux historiens pour mener à bien son projet et le rendre le plus fidèle historiquement possible. Toujours sur Ken Follett, je passe au deuxième roman que j'ai lu cette année et qui m'a beaucoup plu. Donc il s'agit des Piliers de la Terre.
Le roman est paru en 1989, donc il y a déjà un certain temps, mais c'était un des romans que mes parents m'ont prêté cette année et qui m'a vraiment beaucoup plu. On se situe dans l'Angleterre du XIIe siècle. Euh, le tome 1 en tout cas couvre les tensions entre la monarchie et l'église à l'époque du décès du roi Henri Ier. Celui-ci a plusieurs enfants, Stephen et Maud, qui se disputent par la suite le trône. On a des personnages très variés aussi, comme dans le siècle, avec par exemple un prêtre, un comte, plusieurs nobles et aussi un artisan. C'est surtout autour de lui que tourne l'histoire. Je ne pense pas que je me serais penchée sur le sujet de la construction. Je ne pense pas que je me serais penchée sur le sujet de la construction des cathédrales au XIIe siècle de moi-même, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à appréhender, mais Ken Follett a vraiment fait des recherches historiques précises sur l'architecture gothique du Moyen-Âge en Angleterre, et on a tendance à beaucoup parler en cours du Moyen-Âge français, parce que le Royaume de France était effectivement très important, mais je n'avais jamais vraiment appris de choses sur le Moyen-Âge en Angleterre. Et ce roman m'a permis d'avoir vraiment un bon début de vision du XIIe siècle en Angleterre. Par exemple, je ne savais pas que la capitale à l'époque n'était pas Londres mais Winchester. Les personnages sont très intéressants, mais personnellement j'ai eu un peu de mal à m'y identifier. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Mais ça pose aussi la question de la place de la femme à l'époque. Le roman parle beaucoup de sorcellerie à travers le personnage d'Hélène. C'est une des deux femmes à laquelle j'ai pu m'attacher à travers le récit. Elle est très indépendante, de même que le personnage d'Aliena. Ce sont donc deux femmes fortes qui portent le récit et qui m'ont permis de plonger un peu plus dans l'intrigue. Les personnages d'hommes avaient forcément tendance à m'énerver puisque l'époque du Moyen-Âge, c'est beaucoup la culture du viol aussi, et ça se reflète beaucoup dans le roman à travers la pensée des personnages masculins. Ces femmes indépendantes on questionne leur place. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le passage où un des moines dit «De toute manière, une femme indépendante finira toujours par être accusée de sorcellerie». Et j'ai trouvé que ce passage était très parlant parce que ça reflète beaucoup de ce qui se passait à l'époque. Et une femme qui refusait de se soumettre pouvait être accusée d'être une sorcière. En parlant de sorcellerie, je vais donc passer au troisième roman que je voudrais vous présenter. Tout ce que je viens de dire sur la sorcellerie est également représenté dans ce roman qui s'appelle How to Stop Time. Ce livre est paru en 2017, il est écrit par Matt Haig, qui est un auteur britannique. Donc ce livre raconte l'histoire de Tom Hazard, un professeur d'une quarantaine d'années, professeur d'histoire qui arrive à Londres et qui cherche à tout prix à ne pas se mêler aux autres professeurs et à ne pas développer de connexion personnelle avec qui que ce soit parce qu'il cache un lourd secret. Donc il n'est pas un sorcier, mais il a une vie beaucoup plus longue que la moyenne du commun des humains. Et à cause de cela, sa seule règle est de ne pas tomber amoureux. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'auteur mélange beaucoup du sarcasme avec de l'humour. À la fois, il réfléchit sur sa vie et il se demande si ça vaut la peine de continuer ou s'il ne devrait pas plutôt en finir. En même temps qu'il rencontre à travers des flashbacks des personnages comme Shakespeare ou Francis Scott Fitzgerald. Donc c'était très intéressant de voir ces personnages historiques mis en scène à travers les yeux d'un homme normal, si ce n'est qu'il a une longévité beaucoup plus longue que la moyenne. J'ai également beaucoup aimé le fait qu'il y ait donc beaucoup de flashbacks à différentes époques de la vie du personnage principal. On a beaucoup de flashbacks au temps de la peste en Angleterre, au XVIe siècle, et quelques flashbacks à d'autres endroits du globe, au temps des grandes conquêtes, du capitaine Cook par exemple, autant que dans le Paris des années 20. Donc le roman était très varié et en même temps portait vraiment une vraie réflexion sur ce qu'est la vie et combien de temps il faut pour se rendre compte qu'on doit vivre dans l'instant présent et profiter de ce qu'on a autour de nous au lieu de craindre demain et de craindre son passé. Donc ce livre était vraiment une très bonne découverte. Je l'ai lu en anglais donc je ne sais pas comment est la traduction française, mais je vous le recommande vraiment beaucoup parce que c'était vraiment une lecture qui m'a beaucoup allégée, on va dire, et qui était vraiment distrayante tout en portant des questions quand même philosophiques et importantes sur la vie.
Donc le dernier livre que je voudrais vous présenter s'appelle The Starless Sea. Il est écrit par Erin Morgenstern et est paru en 2019, à la fin de l'année. Il raconte l'histoire de Zachary Ezra Rollins, qui trouve un livre mystérieux dans la bibliothèque de son université. Ce livre n'a ni titre ni auteur et raconte une scène de son enfance. Il cherche donc à en savoir davantage et se retrouve un peu comme propulsé dans une librairie souterraine qui est un vrai dédale et une société secrète qui cherche à protéger les histoires parce que tout est histoire. J'ai vraiment adoré ce roman, je l'ai lu aussi en anglais et donc je ne sais pas ce que vaut la traduction française, mais il est très poétique, chaque mot est vraiment placé de manière très précise par l'auteur. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle mêle l'histoire du personnage, donc de Zachary, à des contes qu'elle écrit elle-même et qui sont des contes disséminés partout dans cette grande bibliothèque et qui eux aussi portent leur propre histoire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il m'a été conseillé par Alicia, si tu passes par là je te fais des bisous. Quand j'étais allée la voir au Danemark et donc c'est pour ça que je l'ai acheté en anglais. Et je vous le recommande vraiment beaucoup. En plus, tout l'univers du roman tourne autour de la littérature et des livres. Le personnage de Zachary est également un étudiant en jeux vidéo, donc il y a beaucoup de parallèles faits entre la littérature et le jeu vidéo, et beaucoup de réflexions là-dessus, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant pour un roman qui parle de littérature. C'est vraiment prendre le parti d'une littérature qui n'est pas élitiste, et penser que le jeu vidéo peut aussi être littéraire. Et donc ça j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi pas mal de personnages LGBT et c'est aussi une originalité de la part de l'auteur que je trouve primordiale et qu'il faut le plus possible augmenter dans les livres. Donc ce livre était vraiment très très bien. Et la littérature est un sujet qui me passionne beaucoup, donc j'ai vraiment aimé le fait que ce soit un roman très poétique qui se déroule dans une librairie et en même temps un peu fantastique parce que The Starless Sea c'est la mer sans étoiles, il y a toute une mer en dessous de la Terre et ça m'a un peu fait penser à Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, donc je vous le conseille. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que les livres que je vous aurai présentés vous auront inspiré. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.